bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans El Una Copa, le podcast 100% Copa América de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, La Fiche de la Semaine, Efrica, Bola Latina ou bien l'FC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposée sur notre site, et je vous le donne en mille, lucarneopposée.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 7e numéro de Lucarne Opposée est désormais disponible, un numéro consacré aux coupes continentales de sélection, dans lesquelles vous pourrez déguster de savoureuses histoires sur la CAN, la Coupe d'Asie, la Gold Cup, et bien entendu, la Copa América. Premier volet de nos émissions spéciales Copa América 2019. Au menu du jour, nous contextualiserons la défaite argentine ainsi que la déliquescence du football bolivien avec Nicolas de la Rúa et Thomas Alain. Nous nous pencherons sur le miracle vénézuélien avec Nicolas Coucou. Eddie Fleischmann, icône du journalisme sportif péruvien, évoquera ses souvenirs de Copa América. Puis nous prendrons des nouvelles de nos envoyés spéciaux qui ont fait connaissance ces derniers jours avec une tradition brésilienne, la churrascaria. Embrayons sans plus attendre avec les miroirs de l'actu. Commençons par la tonitruante défaite de l'Argentine, dont les mots seraient bien plus profonds qu'il n'y paraît. Pour en parler, accueillons Monsieur Concha Argentina, Nicolas de la Rúa. Bonjour Nico de la Rúa, pas Nico Cougo, comment vas-tu ? Très bien, et toi Simon ? Eh ben ça va très bien. Alors dis-moi, l'Argentine a raté son entrée dans la Copa América, j'ai presque envie de dire comme attendu, défaite 2-0 contre la Colombie. Si beaucoup s'attardent sur le sportif, bien évidemment, s'attardent sur Léo Messi, pour chercher les causes de ce premier faux pas, le contexte politique et les guerres intestines au sein du football argentin, de la fédération notamment, sont probablement les racines du mal, ou au moins une des racines du mal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ? Ouais, je confirme. D'abord la défaite de l'Argentine qui était attendue, malheureusement. Il n'y a pas eu de surprise, pas eu de miracle. Et oui, il n'y a pas que le côté sportif, il n'y a pas que le jeu proposé qui pose problème. Il y a vraiment, faut remonter un petit peu aux origines de tout ça. Et avec une fédération qui tâtonne et qui arrive pas à se projeter, qui arrive pas à mettre en place un projet. Il n'y a pas de dynamique qui se lance et depuis le début, même au tout début de l'élection de Chiqui Tapia, déjà c'était un grand sketch. Pour rappel, au moment d'élection du nouveau président, je ne sais plus le nombre exact, mais en gros, il y a eu plus de suffrages sortis des urnes que de votants. Donc déjà là, ça annonçait vraiment. Ça sent pas très bon. Ça sent très mauvais, et ça sent les magouilles et les bourrages d'urnes, on va dire. Donc ça partait déjà très mal. Une fois Chiqui Tapia nommé, ça va pas s'arranger. Hein. Il tâtonne, il tente de mettre El Patón Bauza d'abord en place. Donc là, on est juste avant, une année avant la Coupe du Monde 2018. La Coupe du Monde, exactement. Juste avant la Coupe du Monde, c'est Bauza qui s'occupe des éliminatoires, qui se loupe. En tout cas, il n'y arrive pas. Et Chiqui Tapia le vire très rapidement pour mettre en place Sampaoli, qui va venir et qui va amener une petite flamme, un petit espoir par rapport à sa vision du football, par rapport à son jeu. Mais voilà, l'histoire on la connaît tous. Hein. Il s'entête dans des schémas invraisemblables, ça marche pas et puis il va droit dans le mur. Donc une Coupe du Monde qui explose. Derrière, suite au départ de Sampaoli, c'est vraiment un chaos à la fédération, dans la sélection. Messi et d'autres joueurs se mettent à l'écart.
Il y a vraiment une vraie rupture entre les joueurs, la sélection, la Fédé et les Argentins qui placent surtout leur club avant la sélection, donc ça ne va pas les rabibocher avec la sélection. Et là, il y a une vraie rupture qui est nette, qui est franche, et Chiqui Tapia tente de relancer la machine avec cet espoir de Copa América qui se profilait, et fait le tour des sélectionneurs potentiels, sauf que passe des rêves de Gallardo, Pochettino, Cholo, Simeone. Enfin, il fantasme sur des noms qu'il ne peut pas avoir aujourd'hui. Il va taper à la porte de certains anciens, comme Gareca, comme Pekerman, comme Tata Martino, mais à chaque fois il se prend des refus parce que qui veut venir entraîner cette équipe, quoi. C'est un désastre devant lui. Un bourbier, ça fait peur. Ah oui, complètement, un bourbier, là, c'est pas loin d'être l'échec assuré pour ceux qui se lancent. Donc c'est compliqué d'accepter l'offre, même si la réputation de l'Argentine les intéresse et fait rêver. Donc Tapia, il se retrouve un peu coincé, et faute de mieux, mais vraiment, c'était même pas le troisième choix, c'est vraiment le 20e choix peut-être. Faute de mieux, il décide de confier la sélection à Lionel Scaloni, qui n'a aucune expérience, qui était l'entraîneur des U20, qui venait de gagner un tournoi en Espagne avec ses U20 à Valence, et qui est nommé directement entraîneur intérimaire de la sélection, mais avec le statut d'intérimaire. Il était là pour faire bouche-trou en attendant de trouver mieux, sauf que le mieux n'arrivera jamais, donc il a été confirmé dans ses fonctions en début d'année, là, 2019, en janvier, jusqu'à la fin de la Copa América, en tout cas jusqu'à la fin de la présence de l'Argentine en Copa América. Oui. Donc peut-être d'ici peu de temps, la fin de Scaloni. C'est probable que Scaloni ne dure pas, en tout cas. Il y a vraiment très peu de chances qu'il survive à cette Copa América, qui, j'espère me tromper et j'espère voir une magnifique finale avec l'Argentine, mais sur le papier, c'est très peu probable. Et donc Scaloni va aller dans le mur avec cette sélection et avec ce dirigeant qui a mis un entraîneur qui n'a pas les épaules, qui n'a pas la stature, qui n'a jamais rien prouvé, qui n'a jamais rien fait encore, et en qui personne n'a confiance. Il a peu de crédibilité aux yeux des joueurs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si il avait certaines compétences, le fait qu'il démarre et le fait que personne n'ait confiance en lui, qu'il soit discuté, ça n'arrange pas les choses. Ça ne peut pas le laisser travailler dans de bonnes conditions. Ouais, c'est exactement ça. Comment lui faire confiance, comment croire en son projet, alors qu'on continue de vendre l'idée qu'il est intérimaire, qu'il est là pour dépanner, on le met pas dans les meilleures dispositions pour tirer le maximum de cette équipe. Cette équipe, en plus, à qui on a enlevé Léo Messi, il s'est enlevé lui-même. On a construit, il a commencé à construire une équipe avec plus de jeunes, avec vraiment une reconstruction, un projet qui prenait pas mal de temps. Et au final, au bout de 3, 4, 5 mois, on décide, Lionel Messi décide de revenir, les anciens reviennent, les Di Maria, les Kun Agüero, et du coup, tout ce qu'il avait un petit peu essayé de faire avant, ça repart encore d'une page blanche parce qu'il faut tout reconstruire. Et comme il manque de crédit aux yeux des joueurs, des dirigeants, de la presse qui n'a aucune confiance en Scaloni et des Argentins en général, on lui a mis Menotti dans les pattes. Menotti qui est censé être le papa et qui veille là-dessus, qui est un peu l'autorité là-dedans. Donc César Luis Menotti, on le rappelle à nos auditeurs, qui est le sélectionneur vainqueur de la Coupe du Monde 86. Tout à fait. Donc c'est un poids sur ses épaules. Menotti, il fait les conférences de presse avec Scaloni. Il répond à certaines questions avant Scaloni. Comme est-ce que la Copa est un objectif pour l'Argentine, c'est Menotti qui répond non, c'est trop tôt, c'est pas notre objectif. Scaloni, on l'a même pas entendu s'exprimer là-dessus. La seule chose qu'on sait, c'est que s'il gagne la Copa América avec l'Argentine, il décide de plus entraîner après ça. Ça laisse quand même supposer qu'il n'a pas totalement confiance en son équipe. Visiblement pas. Il y croit moyen. Ouais. D'accord, bon. Et juste pour terminer, tu as donc parlé de ce personnage, Menotti. On sait qu'il existe
une guéguerre interne en Argentine entre les pro Menotti, les pro Bilardo, qui est lui l'entraîneur, le sélectionneur de la sélection championne du monde, mais 78. Qu'est-ce que c'est rapidement cette guerre-là? Est-ce qu'elle existe encore? Alors oui, c'est deux façons de penser le football totalement différentes. Un football donc de Menotti qui est plus basé sur le jeu, sur le côté romantique du football, voilà, c'est plus cette vision-là. Et de l'autre côté, évidemment, Bilardo, c'est plus côté rigueur et côté le résultat avant tout. Le résultat est plus important que tout. Donc c'est deux visions qui s'opposent. Les Argentins sont incapables de se décider. Enfin, il n'y a pas de majorité qui se dessine. Ça va dépendre des époques, ça va dépendre des moments. Mais dans tout ça, il y a des Marcelo Cachardo, qui viennent se mettre au milieu et qui font un peu la synthèse de ces deux façons de jouer, avec un côté très joueur, très romantique, comme j'ai dit, et un côté quand même très mathématique, pragmatique, mathématique, où c'est par le jeu qu'on va avoir un résultat, mais si le jeu ne convient pas, je change toutes mes cartes et je continue, quoi. Donc c'est un petit côté d'adaptation qui facilite les choses. Mais oui, ces deux courants de pensée s'affrontent depuis toujours et continueront encore. Hein. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup Nico. On espère que l'Argentine va tout de même un petit peu se relever, au moins aller en quart, peut-être demi, et que les Argentins ne vont pas trop souffrir et que tu ne vas pas trop souffrir. J'espère aussi, j'espère de tout cœur. À bientôt Nico. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao. Si l'Argentine vit une bien triste époque, alors que dire de la Bolivie, dont le football se morfond chaque jour un peu plus dans la médiocrité. Faites de la place pour l'atterrissage du Condor de lucarne opposée, Thomas Alain. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Bonjour Simon, j'espère que ça va et bonjour à tous les auditeurs de lucarne opposée. Alors Thomas, si la Bolivie a toujours eu du mal à se faire une place footballistique dans la famille latino, enfin plutôt une place parmi les cadors on va dire, la situation semble se dégrader d'année en année, reléguant même presque la Verde à la place du bonnet d'âne du continent, qui était jusque-là longtemps l'apanage du Venezuela. Comment tu peux analyser cette déliquescence du football bolivien? Exactement, ouais, je pense que aujourd'hui on remarque encore plus et davantage les mauvaises performances boliviennes, du fait que le Venezuela est en train de mûrir et de mettre son projet qu'il a démarré depuis une dizaine d'années sur pied. On est en train d'en voir les fruits aujourd'hui. Et en Bolivie, on est très loin d'avoir ce type de projet, ce type de processus auprès des jeunes, parce que rien que les clubs de division professionnelle n'ont pas, pour la grande majorité, d'équipes jeunes. Il n'existe pas de tournois nationaux en termes de catégorie inférieure. Donc à partir de là, c'est difficile de repérer des jeunes qui pourraient être intéressants, et c'est difficile de créer quelque chose qui aille dans le même sens. Mais pourtant, le football est une véritable passion comme partout sur le continent. En Bolivie, d'où est-ce que ça vient, ce problème de structuration? C'est vraiment un problème de mentalité. Au niveau des dirigeants, donc on parle de football professionnel en Bolivie, mais il y a quand même beaucoup d'histoires qui peuvent nous permettre d'avoir un doute sur ce thème professionnel. Il y a des salaires impayés dans beaucoup de clubs. Par exemple, l'autre fois, il y a un club de première division qui avait oublié de donner de l'eau à son adversaire. Il y a des petites histoires comme ça, il y en a des tonnes chaque week-end, qui laissent penser que on est face à une ingérence totale au niveau du dirigeant. Et ce qui s'est passé avec la fédération, c'est qu'il y a de l'argent qui a un petit peu disparu, et il y a eu des histoires de corruption. Donc ce sont des choses vraiment qui font pas avancer le football bolivien. D'accord. Et est-ce que toi tu entrevois une sortie de crise, ou plutôt quelles seraient les solutions, ou par quoi pourrait passer une sortie de crise? J'aimerais être positif, mais dans un avenir immédiat, je vois pas de changement de mentalité. J'ai l'impression qu'on fonce droit au mur, et que la Bolivie va être le cancre du continent sud-américain pour encore de nombreuses années. Le problème, c'est que les clubs ne veulent pas forcément travailler ensemble et voient chacun leur propre intérêt. Donc, ils ont du mal vraiment à imaginer créer, par exemple, un centre de formation pour utiliser les jeunes joueurs,
Il y a quelques clubs comme Blooming, qui a 5 joueurs dans l'actuelle sélection, qui utilisent ce processus avec les jeunes, mais la grande majorité d'entre eux préfèrent aller chercher un joueur moyen en 2e ou 3e division argentine, plutôt que d'attendre un processus pour permettre à un jeune joueur bolivien d'arriver en 1re division. Donc là, on est vraiment dans une impasse, j'ai envie de dire. S'il n'y a pas de changement immédiat des mentalités, l'avenir du football bolivien va être encore compliqué pour de nombreuses années. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Thomas, et on espère que la bande à Bejarano et compagnie essaiera de faire tant bien que, enfin, de faire de son mieux pour être digne des Marco Etcheverry et compagnie. Merci beaucoup Thomas. Merci, à bientôt. Bon, tout ça est un petit peu morose, hein. Alors penchons-nous sur quelque chose d'un petit peu plus positif. Le miracle vénézuélien, dont le pays vit une crise majeure, mais dont le football n'a jamais été aussi prolifique. On retrouve le sourire donc avec El Jefe Nicolas Cougo. Bonjour Nico. Bonjour Simon. Alors, le football vénézuélien est probablement, comme les crocus au printemps, la seule chose qui perce la neige au Venezuela, la neige qui recouvre le pays depuis quelques années, puisque politiquement, économiquement, socialement, le pays est à feu et à sang, je crois qu'on peut le dire. Mais, paradoxalement, le football survit et survit très bien. Et c'est d'autant plus paradoxal que le football n'a jamais vraiment été le sport numéro 1 au Venezuela. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ? Ouais, ce qui se passe, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Alors tu l'as dit, hein, le climat, le contexte local est extrêmement particulier, et il se trouve que le football est aussi un moyen de sauver la jeunesse. En fait, concrètement, au Venezuela, il est l'un des moyens. C'est-à-dire que si tu regardes les chiffres de la criminalité au Venezuela qui explose depuis des années, les principales victimes sont des moins de 25 ans. Et donc forcément, il y a eu un système je sais pas si on peut parler de système de protection, mais il y a eu une mise en place générale d'un projet, je sais pas s'il est concerté au départ, mais qui a été en gros de sortir les jeunes de la rue, et notamment les jeunes qui tapent dans un ballon. Et donc, en fait, on a des systèmes qui se sont mis en place de réseaux de détection de certains jeunes, et on les isole, et les clubs sont rentrés dans la partie, la sélection est entrée dans la partie. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'un gamin sait taper plus que taper dans un ballon, parce que quand même, c'est pas donné à n'importe qui, qu'il entre dans un centre de formation d'une équipe professionnelle, après avoir été détecté et passé par des petits centres avant, et ben il va être totalement pris en charge, il va être sorti de la rue, il va être mis dans les maisons. Enfin voilà, certains clubs comme le Caracas FC, alors c'est des clubs qui ont quand même, malgré le contexte, ont une certaine santé financière, parce qu'ils sont quand même appuyés. Par exemple, le Caracas a un centre de formation, héberge ces jeunes, les garde avec lui dans son centre, les éduque, les forme au foot. Et parce que les clubs aussi ont compris que, c'est le cas dans beaucoup de pays, hein, c'est pareil, c'est le cas en Équateur par exemple, ont compris que s'ils veulent s'affranchir d'entrée d'argent extérieure, c'est-à-dire aller chercher des sponsors, aller chercher des mécènes, eh bien le meilleur moyen, c'est de vendre des joueurs de foot. Et donc si on veut vendre des joueurs, il faut vendre des bons joueurs. Et d'ailleurs tu le vois, hein, la sélection qui joue en la Copa América, il n'y en a pas beaucoup qui jouent au pays. Ils ont tous été très rapidement, entre guillemets, je vais employer le mot, c'est un peu bizarre quand on parle d'un humain, ils ont été exportés vers des pays étrangers. Donc c'est un système qui fonctionne, ça marche au niveau des clubs et ça marche aussi au niveau de la sélection avec Dudamel qui lui a tout changé, et ça c'est le deuxième état de l'accusé qui explique la santé de la sélection nationale par exemple. D'accord, mais ça c'est donc une explication sportive, un peu opportuniste aussi ma foi, et sociale. Par contre, ça ne change pas le fait que le football n'était pas forcément le sport numéro 1 au Venezuela, c'était le baseball pendant... historiquement, ma foi, et que pour créer une jeunesse flamboyante au niveau football, il faut que ces jeunes soient passionnés, il faut que ça brasse du monde. Alors d'où elle surgit cette nouvelle passion ? Alors je t'avoue que je sais pas trop au niveau des gamins. Je sais pas si les gamins jouent plus au baseball qu'au foot. J'aurais tendance à te dire que, tu vois, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays.
si je fais l'analogie avec d'autres pays, alors je me trompe peut-être sur le Venezuela pour le coup, des pays où le foot n'est pas le sport numéro un. Chez les enfants, généralement, c'est le sport numéro un. C'est-à-dire que la première chose que font les gamins, c'est de taper dans un ballon parce que c'est le plus simple aussi. Donc après, c'est vrai que tu l'as dit et que voilà, on en a déjà parlé sur Hello dans d'anciens podcasts. C'est le baseball qui a la faveur des médias, on va dire, et des passions plutôt. Mais le football grappille quand même. Le football grappille et c'est vrai que tu vois, par exemple, ces dernières années, avec des générations de jeunes footballeurs talentueux, bien formés surtout, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des joueurs de football au Venezuela, il y a toujours eu des jeunes qui jouent au football. Sans doute que le réservoir est pas immense comme dans d'autres pays, que même, tu vois, comme tu disais, la passion pour le football chez les jeunes, ça, je n'ai pas les chiffres, mais peut-être n'est pas aussi développée que dans d'autres pays. Le fait est qu'ils ont toujours des jeunes footballeurs, sauf qu'avant, ils ne les formaient peut-être pas aussi bien non plus. Donc, c'est tout un ensemble de choses. C'est-à-dire que la passion ne suffit pas. Si tu veux former de bons footballeurs, il faut qu'ils soient, voilà, il faut savoir fabriquer, entre guillemets, un footballeur professionnel. Et ça, le Venezuela sait le faire. Et les récents résultats, je pense, aident aussi. On voit, je crois que la popularité du football est en train de grimper un petit peu. Au Venezuela, elle est loin du baseball, mais ça grimpe un peu quand même. Donc, c'est à cette génération-là, j'ai envie de te dire, de lui faire franchir un palier. D'accord, cette génération-là. Il y a des noms que vous connaîtrez déjà si vous n'êtes pas trop initié au football sud-américain, avec Salomon Rondon par exemple, Juan Arango, même s'il n'est pas là cette année, Thomas Rincon, bien sûr, qui on a d'autres pour les anciens et pour les habitués de lucarne opposée. Il y a les Soteldo, les Joseph Martinez et bien sûr le gardien, la folie, Wilken. La folie pure, j'arrive pas à prononcer son prénom. Wilker. Ouais. Wilker, ça fait un peu nordiste. Wilker Farinez. Wilker. Ils ont toujours des prénoms un peu bizarres au Venezuela. Farinez, qui est tout simplement brillant comme gardien. Eh bien, merci Nico. On se retrouve très vite. Je t'en prie. Partons maintenant pour Lima, où nous attend un monument du journalisme sportif péruvien, Eddie Fleischmann, qui a gentiment accepté de nous partager ses souvenirs de Copa. Bonjour Eddie Fleischmann, comment allez-vous ? Ça va très bien. Un plaisir de parler avec vous et avec toutes les gens qui vous écoutent. De Lucarne Opposée, les auditeurs de Lucarne Opposée qui découvrent Eddie Fleischmann pour vous quand même vous présenter. Vous êtes un ponte du journalisme sportif péruvien, vous travaillez pour la chaîne Latina, qui est une des plus grandes chaînes péruviennes, vous travaillez pour Fox Sports, que l'on ne présente plus sur le continent latino-américain, et pour le site Full Deporte, vous avez couvert toutes les Coupes du Monde depuis 98, un nombre incalculable d'euros, tous les euros d'ailleurs, depuis 96, et également énormément de Jeux Olympiques. Vous êtes un des plus grands journalistes péruviens à l'heure actuelle. Merci. Et j'ai une vie professionnelle et grâce à Dieu, avec tous ces événements que vous avez mentionnés. Et bon, c'est des rêves qu'on peut faire réalité dans ce métier, non ? Eh oui, il s'agit de transformer le rêve en réalité, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler de la... Et bon, moi je suis passionné de football et des sports dès que j'avais 7 ou 8 ans. Alors pour moi, c'est pas travailler, c'est vivre. C'est vivre de votre passion. Et bien justement, vous parlez d'enfance. Nous aujourd'hui, on va parler de Copa América. À quand remontent vos premiers souvenirs de Copa América ? Bon, le premier souvenir est de la Copa América 1975, et quand le Pérou a été champion justement. Moi j'avais 9 ans, mais je me rappelle très bien de l'équipe péruvienne
L'entraîneur était Marcos Calderón, le même entraîneur qui a amené la sélection péruvienne à la Coupe du Monde d'Argentine en 78. Et les joueurs étaient presque les mêmes. Il y avait quelques différents, mais cette fois-là, l'équipe péruvienne avait fait match nul contre le Chili, là-bas en Santiago. Après, ils ont battu la Bolivie en Oruro, plus de 4000 mètres sur le niveau du mer, et 1-0. Après, à Lima, ils ont battu les deux équipes 3-1. Alors, ils ont passé à la demi-finale. Ils ont battu en Belo Horizonte, l'équipe brésilienne, qui c'était une équipe combinaison de Atlético Mineiro et de Cruzeiro. Tous des joueurs de Minas Gerais et de Belo Horizonte. Pérou, il a gagné là-bas au stade Mineirao 3-1. Et après, ils ont perdu ici à Lima 0-2. Il a fallu faire un tirage au sort. Le Pérou, il a passé à la finale. Ils sont perdus en Bogota contre la Colombie 0-1. Après, ils ont battu ici à Lima 2-0 l'équipe colombienne. Il n'y avait pas de différence de but. Alors, il a fallu faire un troisième match là à Caracas, au stade olympique de Caracas, en Venezuela. C'est le seul match qu'il a pu jouer Hugo Sotil, le Cholo Sotil. Il jouait en ce moment à Barcelone. Il est venu pour la finale. Il a fait le but pour le titre. 1-0 pour le Pérou. Et tu peux comprendre, et les gens qui m'écoutent peuvent comprendre que pour moi, à 9 ans, voir l'équipe péruvienne championne de la Copa América, c'était commencer avec le pied droit et me transformer en un passionné de la sélection péruvienne. Oui, c'est vraiment ce succès du Pérou, de la Blanquirroja qui a fait démarrer votre passion pour le football? Oui, peut-être. Moi, j'ai commencé à avoir la passion pour le football en 1974, à la Coupe du Monde de l'Allemagne et à la RFA, où ils ont apparu les Hollandais. L'orange mécanique. Tout le monde parlait de l'orange mécanique. J'ai commencé à voir l'orange mécanique, mais en blanc et noir. Il n'y avait pas de télévision en couleur. Mais j'ai été amoureux de l'équipe hollandaise, de Johan Cruyff, de Neskens, de Riesbergen, de Krol, de John Bloyd au but. Et alors, je me fais passionné du football d'abord. Et après de la sélection péruvienne, quand ils ont été champions en 75. Et après ce succès de 75, quelle autre Copa América du Pérou ou d'ailleurs d'une autre sélection vous a marqué par la suite? Je me rappelle de toutes. En 79, ils ont passé directement à la demi-finale parce qu'ils étaient les champions. Mais ils ont perdu contre le Chili. En 83, ils ont passé à la demi-finale, mais ils ont perdu contre l'Uruguay. Et après, je me rappelle beaucoup de cette Copa América d'Argentine en 87. Parce que en 85, ils ont joué Pérou et l'Argentine pour passer au Mexique 86 à la Coupe du Monde. Et cette fois-là, l'entraîneur Roberto Chale, il a décidé d'envoyer Luis Reina pour faire un marquage personnel sur Maradona. Il a fallu des fois, il repasse le règlement, la loi, mais le Pérou, il a battu 1-0 l'Argentine ici. Ils ont fait match nul 2-2 là-bas à Buenos Aires et les Argentins, ils ont passé à la Coupe du Monde du Mexique par 9 minutes. Mais il y avait beaucoup de critiques pour Luis Reina. Et à la Copa América de 87 en Argentine, Pérou fait le premier match contre l'Argentine. Et Luis Reina était dans l'équipe péruvienne, Maradona dans l'équipe argentine, mais il n'y avait pas un marquage personnel comme la première fois. Et Maradona, il a marqué le but argentin et Luis Reina, il a marqué le but péruvien. Ils ont fait match nul 1-1. Mais dans cette coupe-là, Pérou, il est resté à la première phase du tournoi. Ils n'ont pas passé à la demi-finale, à deuxième tour. Et après, je me rappelle très bien de la Copa América ici au Pérou, en 2004. Oui, exact.
les Brésiliens, ils ont fait match nul à la finale contre les Argentins, 2-2. Et en tour de penalty, ils ont gagné la coupe. Il était Adriano dans cette équipe brésilien. Les Argentins avaient éliminé le Pérou en quart de finale. Un match qui a fini 1-0 avec un but de Carlos Tevez pour l'Argentine. Et après, je me rappelle de cette Copa América de 91. Il n'a pas été un bon tournoi. Il n'a pas été un bon tournoi pour le Pérou. Ils ont resté dehors, mais il a apparu Flavio Maestri avec 17 ans. Il a apparu Chemo del Solar, qui après, il a joué pendant 10 ans dans le tournoi espagnol, avec le Tenerife, le Celta de Vigo, Valencia. Et bon, je me rappelle de toutes les Copa América, les dernières avec le Pérou en troisième position, avec 2016. Sergio Marcarian d'entraîneur, après avec le même Gareca. La dernière a été une Copa América, comment on dit, Frustrante. déterminante pour l'équipe péruvienne, parce que Gareca, il a fait des changements dans l'équipe. Il n'a pas appelé Claudio Pizarro, il n'a pas appelé cette fois-là Juan Vargas, même pas à Jefferson Farfán. Il a découvert de nouveaux joueurs comme Edison Flores, comme Cristian Cueva, comme Andy Polo peut-être et d'autres. Alors, il a cette fois, dans la dernière Copa América, il a construit son équipe pour aller à la Coupe du Monde en Russie, Ricardo Gareca. Maintenant, l'équipe, il a l'expérience de la Coupe du Monde en Russie, mais le moment des joueurs n'est pas tellement bon comme avant la Coupe du Monde, moi je pense. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il passe avec la Bolivie, mais c'est pas le meilleur moment de la sélection péruvienne. D'accord. Et pour terminer, comment on vit la Copa América au Pérou ? Évidemment, c'est pas comme la Coupe du Monde, mais est-ce que ça reste un événement important pour la nation ? Oui, bien sûr. Chaque fois que la sélection péruvienne joue, il y a une nouvelle illusion. Et moi, j'ai vu la sélection péruvienne qualifiée à la Coupe de 78 et 82. Et c'était pas la fièvre et la fête qu'il a eu ici quand ils ont passé à la Coupe du Monde en Russie après 36 ans. Tout le monde avec le t-shirt de la sélection péruvienne avec la blanquirroja dessus, allait au bureau, au banc, à la banque, allait au marché, tout le monde avec la blanquirroja dessus. C'était un phénomène qu'il a resté après. Chaque fois qu'il joue la sélection péruvienne, les gens travaillent avec le maillot de la sélection de l'équipe péruvienne dessus. Et moi, je pense que la Copa América, les qualifications, même les matchs amicaux pour les Péruviens, c'est une bonne raison pour faire la fête, pour être derrière illusionné l'équipe. par 90 minutes. Ouais. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Eddie Fleischmann pour votre intervention, vos propos. Je m'excuse pour mes français que n'est pas parfait. Je fais mon effort. Ma mère, elle était française. Pour moi, la France, c'est un pays spécial. C'était ma première Coupe du Monde en France en 98. Pour mon travail, c'était une bénédiction de parler le français. Et maintenant, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'avoir parlé avec vous. Eh ben, écoutez, votre français est très très bon. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui aimeraient avoir l'espagnol de la manière dont vous avez le français. Voyez-vous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Il est désormais temps, chers auditeurs, de prendre des nouvelles de l'équipe lucarne opposée envoyée sur le terrain. Est-ce que Nicolas, Pierre et Marcelin ont survécu à cette première semaine ? On va le savoir tout de suite dans les carnets de voyage.
les amis, on rejoint donc nos amis, notre équipe Lucarne Opposée, nos missionnaires envoyés dans le Nouveau Monde. Mon Dieu, c'est un peu colonialiste comme discours. Comment ça va, Nicolas Cougo ? Eh ben, écoute, ça va très bien, Simon. Et comment va très très bien. Comment va Pierre Gerbeau ? Bah très bien, Simon. Et toi ? Bah oui, ça va. Et moi je suis pas avec vous, voilà ce qui va pas, mais sinon ça va. Et comment va Marcelin Chamoin ? Moyennement, du coup, c'est peu enthousiasmé par ma vie. Ouais. Alors, messieurs, ça va faire du coup une petite semaine que vous êtes, pour certains, puisque Marcelin est arrivé dimanche, que vous êtes arrivés au Brésil. Marcelin connaissait déjà, Nicolas découvre, il me semble que Pierre aussi. Quelles sont vos premières impressions sur le Brésil, tout simplement ? Écoute, si on parle du pays en lui-même, de ce qu'on a vu, pour l'instant on a vu Sao Paulo, donc écoute, c'est plutôt sympa. On a eu chaud au début, Pierre te dira le contraire, mais c'est pas grave. Je suis mort pendant 3 jours tellement il faisait chaud. Mais voilà, et après en termes de bon, on va reparler je pense d'atmosphère footballistique, c'est très très particulier. C'est très très particulier, vous partagez ce sentiment-là, Pierre et Marcelin ? Et ouais, totalement. Sur le football, en fait, il n'y a pas d'ambiance. Même dans la ville, c'est totalement mort. Quand on a fait le Morumbi pour le Brésil-Bolivie, on a dû attendre d'arriver à 500 mètres, entre 500 mètres et 1 kilomètre avant de voir des drapeaux, des maillots. Ce qu'on voit typique autour d'un stade en Amérique du Sud, hein, des mecs qui vendent à manger tout simplement. Donc ouais, ça c'est très 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 particulier. Sinon, je suis pour compléter. Alors le climat est agréable. Hein, on rappelle que c'est l'hiver de ce côté-là, voilà. Et qui fait 30 degrés la journée. Mais non. Mais surtout très très surpris sur Sao Paulo par la ville qui est très très vallonnée, donc on fait que monter, descendre dès qu'on se balade, c'est assez particulier. D'accord. Sur cette ambiance, Marcelin, toi tu connaissais déjà le Brésil, tu l'as connu pendant la Coupe du Monde, tu l'as connu une autre fois sans Coupe du Monde. Est-ce que tu es choqué par cette ambiance, notamment par rapport à la fois où tu es venu en 2014 pour la Coupe du Monde ? Et est-ce que toi qui connais quand même très bien du coup le pays, qui a fait, s'il te plaît, des conférences, cahiers du football, le festival La Lucarne avec Jérôme Lata, pour parler de Jair Bolsonaro, de sociologie du Brésil, est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi cette ambiance est aussi mitigée ? C'est vrai que c'est très bizarre l'ambiance qu'il y a ici. Je pense qu'à Rio, c'est à peu près la même chose. Hier, il y avait quand même un match et on a vu un seul maillot brésilien dans la rue. Ouais, par rapport à 2014, ça n'a absolument rien à voir. Là, il y avait des drapeaux partout dans les rues étaient décorées. Donc ouais, le contraste est assez saisissant. Et après, je pense que c'est le jeu, il y a l'effet 2014, le 7-1 qui est encore présent dans les têtes, surtout que depuis, même s'ils ont gagné des JO à domicile, le niveau de jeu et les résultats ont été parfois décevants. Donc je pense que même plus qu'un désamour, c'est vraiment un désintérêt total pour la compétition et pour la sélection. C'est vrai que c'est assez marquant, en tout cas à Sao Paulo, on verra. D'accord. Bon, avant de revenir à la Copa América, messieurs, je parle là surtout à Nico et Pierre, parce que toi, Marcelin, tu étais encore à Paris à ce moment-là. Vous avez vécu une journée de Brasileiran, la dernière avant la trêve. Est-ce que vous en avez regardé des bouts ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? Écoute, on était on va dire les choses, on était dans un bar lors du Sao Paulo Atlético Mineiro, enfin c'était plutôt Atlético Mineiro Sao Paulo. Donc on a vu un peu de loin, on n'a pas trop vécu le Brasileiran. On est arrivé mercredi soir, je sais que Palmeiras jouait le lendemain. Je t'avoue que j'ai une petite hésitation à me dire tiens, si j'allais peut-être y faire un tour. Mais bon voilà. Mais sinon, écoute, c'est pareil, on n'a pas tant ressenti d'atmosphère. Bon après c'est pareil, hein. On était dans un quartier de Sao Paulo, tu connais la ville, c'est immense, donc si t'es pas dans un coin où ça joue, tu le sens pas forcément. Et donc voilà, non. Après, je trouve qu'on était dans un bar pour Atlético Mineiro Sao Paulo, mais les gens regardaient pas vraiment. En plus, il y avait un concert et tout, donc ça regardait. D'accord, t'as ressenti la même chose, Pierre ? Confirme. C'était voilà, avec ils regardaient éventuellement avec un œil bovin. Ouais, c'est ça. Et puis c'était Sao Paulo, donc voilà.
Oula, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pas forcément l'équipe. C'était pas forcément l'équipe la plus qui draine. Au niveau de la popularité, comment dirais-je, pas forcément de la popularité, je cherche mon mot, de l'effervescence populaire. C'est peut-être pas forcément l'équipe qui a la hinchada, si je parle à l'Argentine, la plus chaude, quoi. C'est quelque chose que tu as, parce que c'est pour avoir vécu à São Paulo et connaître assez bien le contexte des équipes paulistas, c'est tout à fait vrai. C'est quelque chose que tu savais, c'est quelque chose que tu as ressenti un peu sur place, que São Paulo, c'était un peu l'équipe Monaco. Écoute, alors très franchement, je ne savais pas vraiment, pas à ce point-là. Pareil pour le Morumbi et le phénotype particulier des spectateurs du Morumbi, c'est-à-dire des Blancs, concrètement. Ouais. Je t'avoue que pour le Morumbi, je ne savais pas que c'était à ce point, à ce point cloisonné dans les castes. Donc c'est une chose que j'ai plus ou moins, à titre personnel, que j'ai bien découvert. Ouais. Après, tu as vu un match de la Seleção au Morumbi. C'est le cliché sur les torcédors, les supporters de São Paulo, qui est un petit peu vrai, mais il n'est pas aussi vrai que ce que tu as vu pour le public de la Seleção, qui en effet est blanc. Est totalement blanc. Mais tu vois, tout le monde nous disait il aurait fallu le faire à l'Arena Corinthians, c'est là où vous auriez vu de l'effervescence. Déjà, oui, peut-être un peu plus. Ouais, et d'ailleurs, Simon, pour rebondir, une scène qui s'est passée au Morumbi pour le match d'ouverture, c'est que Bolsonaro était au stade, évidemment, et à la mi-temps, il est descendu au bord du terrain, et les supporters, en tout cas ceux qui étaient à côté de nous, se sont levés, l'ont salué et chanté. Alors je vais pas mentir, je ne parle pas portugais, donc ils chantaient président, et voilà. Et ça, l'Arena Corinthians, par exemple, je suis pas certain qu'ils seraient allés le faire, ou au moins ils l'auraient peut-être pas fait comme ça. Peut-être. Enfin, dans le sens où je vois ce que tu veux dire, dans le sens où le Corinthians est plus marqué à gauche, plus marqué populaire. Après, il y a quand même 45% du pays qui a voté pour Bolsonaro au premier tour. Oui, ça veut dire sûr, ce que ça veut dire. Sûr. Donc, même les couches populaires... Oui, il a attaqué sur plusieurs aspects, donc il a touché plusieurs couches. Exactement. Je pense que Marcelin ne me contredira pas là-dessus. Non, je suis d'accord. Je pense que aussi à l'Arena Corinthians, il aurait pu recevoir un accueil, comme on a pu le voir du coup au Morumbi, quoi. Encore une fois, avant de revenir à la Copa América et au match Brésil-Bolivie, encore une autre compétition, puisque vous y êtes. Il y a la Coupe du Monde féminine en ce moment, et les Brésiliennes jouent. Elles sont assurées d'être qualifiées pour les huitièmes de finale à la faveur d'une meilleure troisième place. Est-ce que les Brésiliens ont un œil dessus? Est-ce que c'est pareil? C'est le zéro total? Non, c'est plus qu'un œil. Hein. Ils ne parlent que de ça. C'est vrai? Donc, oui, il y a que les filles. Très, très honnêtement, hein, les garçons n'ont aucune place. Hier, on se rendait justement dans un bar pour se dire, on s'était dit, on va aller vivre un petit peu un match de la Seleção dans un bar. Et sur le trajet, l'équipe féminine jouait. On a entendu les cris sur le but de Martha. Quand le Brésil homme a joué le soir dans le bar. Il y a eu 3 buts finalement, ils ont été refusés, mais si tu veux, sur le coup, ils n'ont même pas été célébrés. Et pour te dire, le seul moment où il y a eu des applaudissements dans le bar, c'est quand à la mi-temps, ils ont montré le but de Martha. D'accord. Donc c'est assez impressionnant. Ouais. C'est étonnant. Donc c'est vraiment les filles, et ça ne parle que des filles. C'est étonnant parce que déjà lors des JO 2016, alors que les gars avaient été au bout et que les filles avaient été éliminées en quart de finale, les filles avaient bénéficié d'une plus grande cote de popularité que les garçons. Et comment vous le voyez aussi sur les unes, sur les journaux, qu'est-ce que vous voyez dans les kiosques? C'est plutôt football féminin? Je peux laisser répondre Marcelin là-dessus. Bah oui. C'est quasiment que les filles qui sont en première page, et il y a parfois un titre sur les garçons. Et sur la foulée de Sao Paulo, par exemple, il n'y avait aucune ligne sur le Brésil. Ça parlait juste de Toy Story 4, mais il n'y avait absolument rien sur les garçons. D'accord, dis donc. C'est plutôt... c'est dommage pour Lucarno Posé et la Copa América, mais c'est plutôt satisfaisant pour le football féminin, en fin de compte. Donc, c'est quand même très très violent pour les mecs. Oui. Bon.
Vous étiez présent, d'ailleurs, on y vient, vous étiez présent au Morumbi lors du match d'ouverture, donc le Brésil-Bolivie, et comme vous l'avez dit, l'ambiance n'était pas... vous n'avez pas été emballé du tout par l'ambiance. Comment vous la décririez ? Froide. C'était froid. L'hymne a été très très bien chanté. Bon, voilà. Là, il n'y a pas de souci. Donc tu te dis, voilà. Après, on sait très bien que les sélections, c'est toujours un contexte particulier. Hein. C'est valable pour n'importe quel pays. Même l'Argentine, les hinchadas argentines, elles ont beau chanter, c'est pas aussi chaud qu'un match de club. Mais pendant le match, il n'y a rien eu. Il y a eu une tentative de Ola à un moment, mais c'était très très moyen. Il y a eu une énorme bronca à la mi-temps parce qu'il y avait 0-0 et que c'était pas convaincant. Et les buts n'ont pas forcément transcendé les foules. Ils ont été fêtés, c'est-à-dire applaudis, acclamés. Mais derrière, ça n'a pas généré d'enthousiasme démesuré. En fait, c'est vraiment le mot qui... Ouais, s'il y a un mot à retenir, c'est il n'y a pas d'enthousiasme autour de cette sélection. Donc, il y a une espèce de tristesse générale. Mais même sur la sélection, tu la sens hier. Tu vois les joueurs hier, c'est assez triste. Ils ont l'air assez tristes. Donc, il y a une espèce de morosité ambiante assez particulière qu'il n'y a pas avec les sélections étrangères. On va aller voir la Colombie tout à l'heure. Voilà, là, je pense qu'on va rentrer dans la Copa América. On espère, les gars, on espère, parce que pour l'instant, on est comme tu le dis, c'est plutôt morose comme discours. Et morosité, oui, c'est un petit peu ce qui touche le pays depuis quelques années maintenant. Je suis assez bien, je l'ai vécu, donc je sais, et j'ai vu le pays tomber dans la morosité. C'est assez spécial, surtout pour un pays qui a un caractère et une tradition aussi colorée et festive que le Brésil. Pour terminer, messieurs, chacun votre tour, ma foi. Allez, en un mot. Comment vous qualifiez... Mon Dieu, j'arrive pas à le conjuguer, ce verbe. Qualifieriez votre début de séjour Copa América Brasil Lucarne Opposé 2019. Eh ben, écoute, comment je le qualifierais un peu mitigé sur l'aspect footballistique, absolument pas sur l'aspect vie de tous les jours. Donc c'est plutôt, la ville est plutôt sympa. On est plutôt bien. Donc voilà. Après sur le strict plan footballistique et ambiance, pour l'instant c'est un peu mitigé. Pas la sensation d'être vraiment en train de suivre une Copa América. Et pour moi bipolaire parce que l'ambiance est autour de la Copa América est très très froide. Il y a aucune ambiance, mais par contre on est bien reçu, la ville est agréable et surtout on mange bien au Brésil. On a découvert la churrascaria et on mange très bien. Vous avez été dans un fogo do chão? Non. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on a été dans un endroit où ils nous servaient de la viande et à volonté, donc c'était une expérience. Voilà. C'est le principe de la churrascaria. Tu payes le tarif pour avoir de la viande. Parce que Fogo do Chão, on va pas faire de pub, mais ça, c'est une chaîne un peu de luxe. Je sais pas, je me souviens pas du nom du restaurant, mais je me souviens que c'était très bon. Et donc ça, c'est pour ça on mange très très bien. Je vous conseille, si vous venez au Brésil un jour, allez dans une churrascaria. Et toi Marcelin, pour ce 3e séjour, comment ça démarre? Du coup, un peu déçu par l'ambiance générale dans la ville. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de vivre une compétition à domicile, surtout par rapport à l'expérience 2014 où c'était complètement différent. Donc on va voir, peut-être que au fur et à mesure de la compétition, ça peut se réveiller quand même si le Brésil est un peu plus convaincant et va loin. On verra comment ça se passe. J'ai hâte aussi d'arriver à Rio. Donc pour l'instant, ça va, mais ça pourrait être mieux au niveau de l'ambiance. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu décevant. On verra après. D'accord, très bien. Écoutez, on espère pour vous que ça va se débloquer aussi et que la suite sera un peu plus festive, notamment à Rio de Janeiro. Et je sais ce qui vous attend là-bas et c'est pas moche du tout. Merci Nico. Merci à toi Simon. Merci Pierre. Et merci Simon. Merci à toi. Et merci Marcelin. Obrigado a você. À bientôt les gars. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Hello na Copa. Salut les amis.